Et Jonathan Ravan, notre directeur, s'excuse, mais il sera des nôtres soon, il viendra. Et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour notre 3e édition Soirée littéraire. Et la première édition, c'était en novembre 2024. À propos du livre de la bande dessinée et son importance auprès des adultes et des enfants. C'était en novembre, la première édition, Soirée littéraire. La deuxième en décembre 2024. Et c'était sur le livre de Jean-Claude de Lestrac, sur le livre La chanson inachevée. Il parle de la maladie de son épouse, Alzheimer. Et ce soir, c'est notre 3e édition sur le livre de Alain Jeannot. Et je vais vous lire un extrait de la préface du pasteur David White sur son livre. Alain est un passionné de l'histoire de notre patrie. Et il nous livre dans ce recueil le début d'une longue aventure qui a pour but de réveiller la conscience mauricienne devant ses traumatismes enfouis, ses oublis délibérés, sa mémoire partielle et partiale, afin de permettre une cicatrisation lente de ce qui nous mine encore et qui nous empêche de penser, de ressentir et d'avancer comme une nation. Et j'ai le plaisir aussi de vous présenter notre modérateur, M. Lénia Padou. Et merci pour votre présence et votre intérêt. Et bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être présents déjà pour cette édition. Alain est là avec nous, on était là il y a quelques semaines pour le lancement du livre. On était à un franc succès au départ. Et il m'a demandé il y a quelques jours, d'être le modérateur aujourd'hui. La dernière fois que j'ai été modérateur, ça remonte à plus de 20 ans. Mais dans une soirée littéraire, il est important de comprendre un petit peu le contexte de l'écrit, ce qui a été fait. Et je vous demande, peut-être pour démarrer, de partager avec nous une des vidéos que Karin a fait sur le premier Mauricien, il y a quelques années, Simon Van der Stel. Si tu peux peut-être démarrer, et puis on va en parler juste après. C'est non sans émotion que je me retrouve ici à l'intérieur de ce magnifique édifice qu'est le Grootekerk, qui est d'ailleurs l'un des plus vieux de Cape Town où je me trouve actuellement. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que en dessous de cette chaire que vous pouvez voir, gît Simon Van der Stel. Simon Van der Stel, le premier gouverneur de la colonie du Cap, mais aussi le premier Mauricien. Et oui, Simon Van der Stel est né dans les eaux mauriciennes le 14 octobre 1639, alors que son père Adrian Van der Stel venait prendre ses offices en tant que second gouverneur de l'île Maurice, qui était alors hollandaise, et ce depuis 1598. Il faut dire que Simon Van der Stel a grandi à Maurice pendant 6 ans. Son père, qu'il est parti au Jakarta et puis par la suite au Ceylan, où malheureusement il a été témoin de l'assassinat de son père. Il a vu les autochtones circuler avec la tête de Adrian Van der Stel juchée sur une pique. C'est dire que Simon Van der Stel a eu quand même des expériences les plus tragiques. Mais cela n'a pas empêché que Simon Van der Stel ait fait de bonnes études à Amsterdam, qu'il ait épousé Jacoba Six, qui lui a donné plusieurs enfants. Par la suite, il a pris des fonctions en tant que gouverneur du Cap,
Il fut un gouverneur exceptionnel. Exceptionnel dans le sens où il avait une certaine vision et il ne manquait pas de saisir les opportunités. Par exemple, Simon van der Stel a accueilli pendant le temps où il était gouverneur les réfugiés huguenots qui étaient pratiquement chassés de la France. Comme vous le savez, à l'époque, en 1685, le roi Louis XIV avait révoqué l'édit de Nantes. Et là, ce fut pour les huguenots, les protestants, une période très éprouvante. Ils sont allés chercher refuge ailleurs et ils ont trouvé ici un certain Simon van der Stel, le premier Mauricien, qui les a accueillis et ils sont venus avec leur savoir-faire féconder ces terres d'Afrique du Sud. Ce n'est pas que je sois chauvin ou extrêmement patriote, mais vous pouvez comprendre que je suis fier que le premier Mauricien ait laissé des empreintes pratiquement indélébiles sur les terres de l'Afrique du Sud, ici. Et ce qui est encore plus valorisant, c'est que ce premier Mauricien préfigurait la nature profondément plurielle de notre île Maurice, puisqu'il était un métis. Sa mère, Maria Livens, avait comme mère une certaine Maria d'Acosta qui venait des côtes de Coromandel. Donc sa mère étant métisse, Simon van der Stel était lui aussi métis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, veuillez me mettre un commentaire. Vive Simon van der Stel, vive l'Afrique du Sud et vive surtout l'île Maurice. J'ai décidé de passer cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'Alain, dans ses recherches, il va très loin. Il va jusqu'au bout pour découvrir justement ce qui est à la source de ce qu'il va écrire. Mais pas qu'écrire, hein. Justement, on a vu là. Mais Alain et moi, on a collaboré pendant assez longtemps, pendant 2 ans, dans une quarantaine d'émissions, où on a mis en avant ces personnages mauriciens ou autres qui sont venus à Maurice et qui ont façonné un petit peu notre île. Certains apparaissent dans le livre et certains événements aussi, comme le naufrage de l'Escale que nous avons traité, certains pas, pour des raisons autres. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui et que je voudrais que vous aussi vous allez pouvoir partager, c'est le type de lecture qu'on fait avec un livre comme celui d'Alain. Nous savons tous, quand on est petit, l'apprentissage des mots contribue largement dans ce qu'on fait. Mais c'est un plaisir de pouvoir, pour nous tous, je pense, qui sommes là, de pouvoir lire quelques mots. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette expérience que vous avez eue quand vous étiez tout petit, peut-être pas, mais ça vous donne une envie. Et donc, la lecture passive vient juste après. La lecture passive, c'est de lire que pour lire, sans vouloir apprendre quoi que ce soit. C'est juste une envie de lire. Je prends l'exemple, par exemple, de mes enfants, quand ils ont appris à lire, et c'était très difficile pour moi de les empêcher. Même le soir, il fallait que je retire les ampoules pour qu'ils arrêtent. Cette passion-là, ça se développe au fil des années. Mais bon, mais on continue donc, quand on était à l'école, on avait un autre type de lecture qu'on partageait, et c'est la recherche, aussi l'analyse de l'écrit. Mais ce que je voulais vous demander, vous, et Alain en premier lieu, c'est est-ce qu'il est conscient, justement, Alain, est-ce que tu es conscient que dans ce que tu as écrit, dans ces 68 pages de livre, que tu y mets un peu de toi que le lecteur va découvrir. C'est-à-dire, l'écrivain lui-même, il met ce qui lui est profondément cher dans ce livre. Et pour toi, c'est quelque chose que tu es conscient quand tu as écrit ce livre. Bonsoir à tous et merci infiniment d'être présent
en ce lundi, hein, dans ce lundi soir, et vous êtes dérangé, entre guillemets, et j'apprécie de tout mon cœur. Pour la question, est-ce que je suis conscient? Je dirais non, pas vraiment. En fait, j'écris par plaisir, j'écris par compulsion, j'écris par besoin, par motivation, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit, j'ai toujours été un lecteur vorace, ma famille peut en témoigner, j'ai toujours eu un amour du savoir, une curiosité sans fond, et je ne me pose pas des questions. Mais seulement, au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre que pour moi, que pour satisfaire mes propres désirs. Arrivé à un certain moment, d'abord j'ai pris conscience du temps, hein, parce que quand on est jeune, on ne prend pas conscience du temps. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on réalise que bon, là j'ai vécu 70% de ma vie et qu'il faudra que laisser quand même un héritage. Et je crois aussi que je ne suis pas sur terre ou dans ce pays-là pour faire de la figuration, pour profiter, qu'il faut que quelque part que moi aussi j'apporte ma pierre à l'édifice. Et donc peut-être que, disons, en filigrane, et j'ai un peu ces idées-là, mais d'abord j'écris pour le plaisir. J'écris pour le plaisir, j'écris parce que ça me fait plaisir, j'écris pour transmettre, et j'espère aussi que ça vous fera plaisir aussi, c'est aussi le but. Et voilà, pour citer Theodore Roosevelt, moi j'ai toujours pensé qu'il y a une place pour la culture dans notre société. Et Theodore Roosevelt disait que a poet can do far more for his country than the owner of a nail factory. Bon, Theodore Roosevelt parlait au début du XXe siècle, et à cette époque-là, c'était l'époque de l'industrialisation. Il parlait de nail factory, mais maintenant, on peut transposer vers d'autres activités commerciales comme AI, etc. Et vous aurez compris, hein, voiture électrique, et vous aurez compris l'idée derrière ce que je veux dire. Alors, combien d'entre vous ont eu la chance de lire justement ce livre jusque-là? Le plaisir reste pour le reste. Donc, quand j'ai lu ce livre moi-même, je l'ai fait à plusieurs reprises, je voulais, dans ma lecture, chercher l'homme qui l'a écrit. C'est-à-dire de trouver cet Alain Janot que beaucoup d'entre nous connaissent déjà, mais que lui, malgré tout, il veut transmettre cette personnalité qui est en lui. Et j'ai choisi quelques extraits pour vous lire, et je vous demanderai de me dire, à travers peut-être ce premier extrait, quel est cet homme qui vous vient à l'esprit quand vous écoutez ce qu'il dit. Je vous lis un extrait. Donc, c'est le sujet du cardinal Jean Margé. Nous ne pouvions nous attendre à moins de ce berger rassembleur, grand défenseur de la cause nationale, n'est-ce pas? Les trois exemples suivants illustrent ce trait saillant de sa personnalité. Commençons par l'assainissement de la situation avant et après l'indépendance de l'Église. Ce petit extrait, pour moi, transmet beaucoup de l'homme. Je ne sais pas pour vous, mais si vous voulez que je le lise encore une fois, juste pour avoir un petit peu ce que vous pensez, hein, je le lis encore une fois. Donc, nous ne pouvions nous attendre à moins de ce berger rassembleur, grand défenseur de la cause nationale, n'est-ce pas? Les trois exemples suivants illustrent ce trait saillant de sa personnalité. Commençons par l'assainissement de la situation avant et après l'indépendance de l'Église. Vous qui connaissez Alain, est-ce que vous voyez dans ce petit extrait quelques atouts
qu'Alain amène dans sa vie de tous les jours, dans ce qu'il fait, dans sa passion pour plusieurs choses, par exemple la sécurité routière. Est-ce que dans cet extrait vous le voyez? On va pour un autre. Tout à fait. Mais ce que je vois, moi, dans cet extrait, si je peux me permettre de le partager, déjà, je vois dans cet extrait Alain, celui qui a une foi inébranlable. Déjà. Et quand il parle de la cause nationale, ça vous démontre qu'il est quelqu'un qui vit pour sa valeur. Il est à fond dedans. Il croit dans le mauricianisme et il parle de cause nationale. Et puis, il vous parle aussi, dans cet extrait, de comment on peut changer les choses, comment les gens ont pu changer les choses. Quand il parle de l'avant et de l'après de l'indépendance, il est conscient de ce qui était les Maurice avant et les Maurice bien après. Je pense que est-ce que tu veux dire quelque chose de ça? Moi, en fait, quand j'ai écrit sur le cardinal Margéo, je l'ai décrit tel que je l'ai connu, en fait. Hein. Je l'ai connu, moi, à bord des avions. Je pense que Axel, mes collègues qui sont là, nous l'avons connu à bord des avions quand il a voyagé. C'était toujours quelqu'un de très gentil, très sympa, posé, et qui porte bien sa mission. Et par la suite, quand j'ai connu de manière, disons, dans son engagement, que ce soit son engagement religieux ou son engagement vers la patrie qui est indissociable de ses convictions, ben, j'ai voulu en savoir plus. Et je pense que ce que j'ai dit, c'est ce qu'il est lui. En fait, j'ai peut-être émis des opinions dans le prisme de ma vision des choses, mais je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que rapporter ce qu'il a fait. Et je pense que vraiment, c'était un homme qui mérite sa place dans l'historiographie mauricienne, et je lui ai quand même accordé une bonne place, j'espère, dans ces chroniques-là, dans ce recueil-là. Donc, ce que je voulais aussi dire, c'est que dans ton récit, dans tes récits que tu amènes, il y a aussi une passion personnelle qui t'instruit. Parce que, comme tu l'as dit toi-même, par exemple, le cardinal était pour toi quelqu'un qui a contribué largement dans la construction de cette nation mauricienne à des moments très difficiles. Donc, voilà. Donc, je prends un autre exemple, je parle cette fois-ci du naufrage du Saint-Gérant. Ce petit extrait nous amène à comprendre autre chose d'Alain. M'a amené à comprendre, je ne sais pas pour vous, mais je veux le partager quand même. Alors, excusez. Paul et Virginie est une histoire d'amour dans un monde où la raison prédomine. Surtout à cette époque. Déjà, les Maurice étaient le théâtre d'une révolte, quoique littéraire, contre les étouffantes convenances. Le naufrage du Saint-Gérant nous donne aussi une idée des valeurs à géométrie variable de l'époque et du peu de considération dont bénéficiaient les captifs. Encore une fois, c'est un extrait qui, si vous le lisez en termes d'une lecture passive, beaucoup de choses peuvent passer sans comprendre. Ceux qui connaissent Alain, vous tous ici, je pense, vous connaissent assez bien, on comprend dans ce petit extrait qu'Alain partage avec nous dans cet extrait son amour et sa vision personnelle. C'est-à-dire qu'il voit les choses comme elles sont, il va les raconter comme elles sont, mais il va ajouter sa petite touche
personnel dans tout ce qui va. C'est le propre de celui qui écrit normalement soit un simple auteur. Ben justement, comme moi, je suis journaliste, la différence que je vois tous les jours, hein, je vous dis franchement, je lis très peu aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que je passe presque toutes mes journées à corriger, à revoir les textes des autres. Et arrivé le soir, il m'est difficile de m'engager dans un livre parce que je ne lis plus passivement. Je ne peux pas lire passivement. Je dois m'incruster dans ce livre. Je dois me ramener, par exemple, quand tu parles dans cette histoire du naufrage et que tu décris justement l'environnement, comme tous, on veut vraiment y aller nous-mêmes. On peut fermer les yeux si on pouvait lire sans les ouvrir, mais se mettre dans cette position au moment, dans le contexte, on en a parlé longtemps, Oui. le contexte pour toi, Alain, quelle est l'importance justement de contextualiser tout ce que tu fais et tout ce que tu écris? C'est très important de contextualiser parce que sinon on n'arrive pas à comprendre les situations. Parce qu'à l'époque du Saint-Géran, bon, Saint-Géran, si je me trompe, c'est dans la nuit du 16 au 17 août 1744. Et donc, à cette époque-là, on vivait dans un autre contexte à la fois moral, économique, social, name it, hein. À l'époque, par exemple, dans le naufrage du Saint-Géran, c'est que l'opinion que j'aimais, avec du recul, bien sûr, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas comprendre ça, c'est que, par exemple, l'impudicité était quelque chose avec laquelle on ne compromettait pas. Parce que la jeune fille, Virginie dans le roman, mais très probablement Mademoiselle Marley ou Caillou dans la vie réelle, pourquoi elle est décédée? C'est parce qu'elle ne voulait pas enlever sa robe pour pouvoir nager de là où ils étaient sur les récifs pour aller jusqu'à pas la terre ferme, jusqu'à l'île d'Or. C'était inconcevable qu'elle enlève sa robe. C'est tout aussi vrai pour le capitaine Richard de la Mort. Comment lui, un capitaine de bateau, pouvait se retrouver nu quelque part et il a préféré mourir. Mais dans le contexte aujourd'hui, au XXIe siècle, pour nous, je ne dis pas qu'on va tout enlever pour un rien, mais ce n'est pas la même chose. Par contre, il trouvait tout à fait normal d'asservir les êtres humains comme eux. Il trouvait tout à fait normal qu'ils puissent avoir 30 nègres et négresses, entre guillemets, comme on les appelait à cette époque-là. Quand on vous dit, quand moi je regardais le vol, hein, disons le carnet de bord, dans le carnet de bord, il vous dit qui était sur le bateau, qui est mort, qui est rescapé, etc. On vous donne le nom de tous les passagers, de tout l'équipage, mais les esclaves qui étaient dans la cale pour ramener à Maurice, eux, ils n'ont pas de nom. Ils ne sont pas déclarés disons dans le rôle. On appelle ça une déclaration générale, la déclaration générale que nous avons à bord, le PIL, etc. C'est un peu le PIL de l'époque. Mais eux, ils n'ont pas de nom. C'est du cargo. Alors, je me suis demandé, je me suis permis d'émettre une opinion, pas une opinion, pas un jugement de valeur, mais je me suis permis de jeter un éclairage dessus, pas pour que nous nous lamentions sur cette époque-là, parce que c'est une époque passée, on ne peut pas retourner dans le temps, mais seulement que cela nous sert de leçon maintenant, parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant, qui nous échappent, qui échappent à notre vigilance, qui échappent à notre discernement, et que nous trouvons tout à fait normal. Par exemple, je vous donne un simple exemple. Moi, je vais souvent sur les réseaux sociaux, on me le reproche d'ailleurs, mais moi, je vais sur les réseaux sociaux pour tâter le pouls de la société. Et je vois tous les jours des vidéos, des
personnes qui sont soulevées de la porte, qui ont du synthétique ou quoi que ce soit, avec une petite musique un peu entraînante, un peu comique. Perdu, résolu. Alors tout le monde rit, tout le monde en rit. Alors que ce gars-là, c'est une victime de la vie, c'est quelqu'un qui est en train de devenir une épave sous les yeux. Contrairement à l'époque, il vient chez nous à travers la société de l'information et personne ne trouve rien à dire. Demain, nous serons jugés par la génération qui va venir pour dire que nos ancêtres, pas nos ancêtres, mais nos grands-parents ont vu tout ça et n'ont pas réagi. C'est un peu comme, vous voyez, moi je ne pose pas de jugement de valeur. Disons, j'essaie de discerner pour que nous puissions avancer vers un monde meilleur. Je n'ai pas, disons, cette prétention de ça, mais je pense que chacun d'entre nous, nous devrions avoir quelque part derrière la tête une petite mission d'essayer d'aborder ça pierre à l'édifice. Voilà, c'est un peu ça. Mais je pense que l'idée, je voudrais quand même que nos chers invités puissent aussi réagir. Tout à fait. Et comme très peu d'entre eux ont lu le livre, moi je voudrais justement, pour ceux qui ont lu le livre, quelle lecture vous avez faite? Est-ce que c'était une lecture passive? D'ailleurs, je remercie d'être venu. Et j'ai envie de remercier aussi, avant tout cela, j'ai envie de remercier le docteur White pour sa préface. J'ai envie de remercier M. Philippe Bachel pour son support, parce qu'il faut dire que si on ne reçoit pas de parrainage, no matter how big it is, on ne publie rien. Parce que je veux dire quelque chose. Pour vendre le livre, c'est un parcours de combattant ça. Je suis allé aux municipalités. D'abord, ils achètent deux livres. Et qui est déjà bien. Et ensuite, pour pouvoir se retrouver financièrement, ils doivent passer ça dans un comité, etc. Là, il faut attendre 2 mois, 3 mois. Et il faut écrire des lettres, aller là-bas, etc. C'est quand même un gros parcours combattant. Et j'en veux là, et je pense, nous aussi, si nous avons les moyens pour faire pression, pour que la culture puisse vivre, pour que ceux qui veulent créer, ceux qui veulent partager leurs idées puissent le faire, nous avons besoin d'un support. Et le support devrait venir d'abord de l'État. Je ne dis pas que l'État ne supporte pas, mais il faudrait un peu plus. Voilà. Bon, avec Philippe Bachel, je vais prendre votre carte tout à l'heure parce que j'ai 3 livres sous le coude. Je suis à la retraite, j'écris beaucoup. Merci du studio. Bon, s'il y a d'autres qui voudraient sponsoriser un écrivain en herbe de près de 70 ans, mais c'est pas grave. Je voulais rebondir sur l'histoire de Paul et Virginie. Paul et Virginie, ce livre, c'est bien de contextualiser, mais j'aurais adoré qu'il y ait plus de contextualisation. C'est-à-dire, il faut mettre Paul et Virginie dans le contexte du siècle des Lumières. C'est le début du siècle des Lumières, le XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui a fait le succès de Paul et Virginie? C'est justement l'histoire. C'est le premier roman réussi. C'est l'histoire. Et cette histoire, si j'ose dire, parce que 40 ans après Paul et Virginie va arriver la Révolution française, mais le mouvement du siècle des Lumières avait déjà commencé. Il y avait Rousseau, avant lui déjà, il y avait commencé en Allemagne avec Kant, ce qu'on appelait l'Aufklärung. C'est ça, la traduction littérale, c'est le siècle des Lumières. Ensuite, d'Alembert, on verra après d'Alembert, Diderot et tous les intellectuels qui ont amené jusqu'à la Révolution française. Et en fait, Paul et Virginie a un énorme succès dans cette France un peu,
On n'aime pas, c'est très délicat de porter des jugements de valeur sur un siècle, Donc, dans cette France, la restauration française, je ne pense pas qu'on ait lu Paul et Virginie dans les romans en France. Voilà, cette aristocratie française qui est déjà les idées nouvelles du siècle des Lumières arrivent, dont celle de la décolonisation, pas vraiment la décolonisation, c'est-à-dire de reconnaissance déjà des Noirs comme des humains, ce qui n'était pas encore. D'ailleurs, comme tu as passé beaucoup de temps aux archives, est-ce que tu as remarqué dans certains exemplaires de ce qu'il y avait dans les maisons, c'est un inventaire, certains inventaires dans les maisons, les Noirs, les esclaves, étaient classés dans le rayon, dans la colonne des meubles. Ce n'étaient pas des gens. Quand le premier journal sort à Maurice, il y a une annonce dedans qui annonce tel jour, telle heure, vente d'esclaves. Et avec tous les petits grés, quoi. On loue aussi. Hein. On loue et on prête. Certains sont sélectionnés, etc. Je veux dire, c'est une conception naturelle, je n'ai pas envie de dire normale, naturelle des choses à l'époque, en plein XVIIIe siècle. Ce que vient mettre dans la tête de cette aristocratie française de l'époque, c'est que cette idylle entre Paul et Virginie est déjà une révolution en elle-même. C'est pas courant de voir ce genre de choses-là. C'est déjà une révolution en elle-même, cette idylle-là entre Paul et Virginie. C'est pas... Et pourquoi ça a eu, en fait, une fois j'ai lu ça quelque part, pourquoi ça a eu ce retentissement? Sur le Saint-Germain se trouvaient les machines pour la sucrerie du vrai et du labouré. Oui, pour le beau-frère. C'était pour la sucrerie de son frère qui a fondé à Dépinay, la négocière. Oui, en fait, c'est comme tout ça roule avec quand même pas mal d'argent à bord. Hein. Il y avait quand même pas mal d'argent à bord de ce bateau-là. C'était une fortune considérable. Des piastres espagnols qui valaient beaucoup d'argent, quelques millions aujourd'hui, plus même. Ah oui, parce qu'il fallait payer les gens de la colonie avec ça. Non, je ne fais pas une question, je suis en train de replacer le livre dans le contexte du siècle des Lumières. Il ne faut pas s'offusquer de certaines choses. Par exemple, c'est un bon exemple, je trouve que tu as cité ça bien. Cette réticence à se dévêtir, quitte à se noyer, pour regagner la place d'Île-d'Or, ça fait partie de ces rigueurs du XVIIIe siècle, de cette époque-là, que petit à petit, que la Révolution va commencer à effacer. Très bien. C'est pour ça que je voulais faire ça. Je voulais faire ça. C'est une petite question. Je laisse réagir avant. Oui. Après, j'ai dit pas. Non. Tu veux réagir avant? Non, je crois que Jacques a bien mis dans le contexte. Je crois que c'est important de dire que c'était le siècle lunaire. Bernard d'Alsace, il n'est pas très connu pour ça, mais c'était quand même quelqu'un du siècle. Il avait ces idées-là. D'ailleurs, dans ses écrits, quand il rencontre la petite dame esclave marronne, les personnages créés par Bernardin de Saint-Pierre, ils ont quand même une certaine compassion pour cette dame-là. Et pour la petite histoire, quand je suis allé en Suisse, je crois que tout le monde a fait, hein, ceux qui ont visité le cimetière Père Lachaise. Vous avez visité. J'étais parti visiter le cimetière Père Lachaise et j'ai cherché la tombe de Bernardin de Saint-Pierre. Je cherchais partout. Et je sais pas quel genre de papa je suis, mais quand je rencontrais ma fille, quand on allait en France, que je la voyais, et au lieu de l'emmener dans un café, je l'emmenais au Panthéon, je l'emmenais au théâtre. Avec du recul, quand je repense à tout ça, aujourd'hui, ma fille,
elle est mariée, elle a un enfant. Quand je repense à tout ça, je me dis, j'ai pu être pas bien m'asseoir quelquefois, mais bon, elle a aimé. Alors, je cherchais la tombe, et quand j'ai retrouvé la tombe, ce qui m'a interpellé, c'était où tombe un petit peu dans le bas-fond. Le fils et la fille de Bernardin Saint-Pierre sont enterrés avec lui, et son fils et sa fille s'appellent Paul et Virginie. J'ai trouvé ça très beau, et je trouve vraiment que c'est une chance que nous laissons échapper en ne mettant pas, jetant pas un grand faisceau de lumière sur ce genre de choses-là, qui pourrait quand même valoriser encore plus notre pays dans son et dans son contexte à la fois culturel et touristique. Je trouve qu'on peut faire une occasion. Oui, Jimmy, tu peux faire photo de l'épitaphe? Oui. Et j'ai la vidéo. Plus tard, je vais mettre ça plus tard. Si vous êtes intéressé. Oui, excuse-moi, Paul et Virginie, les enfants de Bernardin Saint-Pierre, étaient nés avant le roman ou le roman est né avant? Non, ils sont nés avant. Quand Bernardin Saint-Pierre est venu en Russie, il n'avait pas d'enfant. D'ailleurs, il était tombé amoureux de la femme de Pierre. Ça, c'est une autre histoire. Non, mais ça, c'est une histoire qui interpelle beaucoup. Jacques, je vais laisser raconter ça après. L'occasion, non, c'est une histoire fabuleuse. Les maîtres que Bernardin Saint-Pierre et Françoise Robin, si je ne me trompe, se sont échangés. Et d'ailleurs, je ne sais pas si François Robin faisait un petit jeu de séduction. Tout ça, il va me raconter ça. Laisse, je dis. Si je peux, je vais ce qui a été. Pour revenir à l'homme. Puisque M. Abadou a tendu la perche, mais on dirait que le mot pudeur est bien présent aujourd'hui. Non, mais je n'aime pas trop qu'on parle. Moi, j'ai un peu embarrassé davantage. J'ai été assez désarçonné par toi à 3 moments. Et aujourd'hui, c'est un des moments. La première fois, c'est quand je te rencontre et je rencontre ton épouse. Je dirais une des plus belles hôtesses. Et tu n'étais pas le plus beau des Stewards. Ceci dit, le fait d'avoir maigri, le style, il est maintenant chapeau. Bon voilà, ça c'était le petit coup d'œil. Tu es secrètement. Ne dis pas ça à la mienne. Ne dis pas ça à la mienne. Parce qu'elles sont bien amies. Elles sont bien amies. Alors, deuxième point. Le deuxième point. Nous en avons même deux. Allez. Reste avec moi. Tu sais bien que Alain. Non, si ça vous dérange, sinon. Oui, c'est cool. C'est vrai que, oui, il n'aime pas. Et pourtant, l'écrivain, la plume, peu importe comment on se fait référence à celui qui écrit, on parle du texte, mais il y a d'abord l'homme. Et c'est vraiment, je veux rester avec l'homme. Et pour te poser une question, quelle est la voix qui s'exprime? Parce que quand j'écris, quand M. Abadou relit, j'entends une voix, mais je ne suis pas sûr de quelle voix qui est en train de s'exprimer. Donc, moi, quand j'écris, c'est celui qui ne porte pas de masque. Parce que nous tous, nous portons des masques. D'ailleurs, le mot personne vient d'une conjonction de mots latins, persona, c'est-à-dire à travers le son. Les comédiens, avant, dans l'amphithéâtre, il n'y avait pas de technologie, ils portaient des masques avec un dispositif dans le masque, alors pour pouvoir, disons, si vous voulez représenter une personne qui est triste, vous portez un masque triste avec un dispositif à l'intérieur pour amplifier le son. Mais le masque était là, c'était triste. Donc nous sommes tous des personnes, nous portons des masques, là en ce moment, nous portons peut-être un masque, peut-être c'est un peu de masque, la moitié, la masque, la moitié là. Mais quand j'écris chez moi, devant mon ordinateur, mon petit enfant dit le bureau de grand-père. C'était une période terrible, là où je
le travail. C'est la honte de la maison. Et c'est moi, hein. C'est un modèle terrible, excusez-moi pour le coup. Mais je me retrouve dedans, mais à ce moment-là, j'enlève mon masque. Et la personne, et quand j'écris, c'est la personne de l'antique qui écrit. J'enlève mon masque. C'est l'escorbeau qui n'a plus. Je dirais simplement pour terminer par rapport à ce que tu dis, c'est parce que j'entends dans ce texte qui a été lu, je veux dire par là, quand on est tous lumière et on ne peut pas voir la lumière que l'on est, c'est impossible, donc quelqu'un d'autre doit le voir. J'entends plus la voix du papa. Ce que vous voulez dire. Je dirais du tien pour commencer. Directement, je ne sais pas, mais chacun fait référence à qui il veut, mais c'est d'abord directement le tien. Je pense que nous sommes tous inspirés. Et quelque part, je vais peut-être vous surprendre, hein, je suis peut-être un peu superstitieux. Je ne dis pas que je suis vraiment bon, je ne veux pas l'être non plus. Hein. Mais à chaque fois que je vais sur un plateau radio pour faire une émission, je fais juste une prière, moi, je dis ça l'esprit. Et à chaque fois que je termine mon émission, je vois que c'est très bien et que j'arrive à parler sans regarder l'humain. Et les gens ont toujours été assez impressionnés par cette idée de comment tu fais. On faisait des émissions avant, je crois dans les miracles, etc. Mais je crois vraiment qu'on est inspiré. Et si on veut vraiment faire des choses et qu'on fait appel à appeler ça comme vous voulez. Moi je suis croyant, je donne une enveloppe divine à tout ça. Et peut-être que tu as raison. Et si vous voulez l'appeler la bonne volonté ou le meilleur de soi. Ne me prête pas ces mots. Moi, je n'ai pas dit divin. Je dis ton papa. Parce que je crois que dans ses paroles, il y a un sentiment de fierté qui est très en avant parce qu'il est fier du fils que tu es pour lui. Et ce sentiment de fierté, pour moi, comble un peu l'espace de te rencontrer. J'espère qu'il est fier. Mais bon, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et s'il est fier de moi, je suis on s'entend là? Oui. C'est très sûr. L'autre jour qui rit. Moi, et Alain, ce que j'ai à dire, les 75 pages de cette publication ont vraiment une pesanteur extraordinaire. Et Blanche a bien introduit la publication en prenant une citation de la préface écrite par Pasteur White, où justement, dans la préface, et le Pasteur White dit donc la mémoire partielle ou partiale. C'est le travail que tu as fait. Et je trouve, c'est plus un commentaire que question que je te pose, si tu me permets. Et je trouve que, donc dans la préface, David White dit te qualifie de chroniqueur, il parle de caméra que tu utilises, il parle de balayage. Finalement, avec ces 18 chapitres ou thèmes, présentations que tu fais, c'est vraiment un kaléidoscope de l'histoire de Maurice. Très très riche. Merci. Et pourquoi c'est riche? Parce que dedans, par exemple, tu débutes avec premier Mauricien, qui va jusqu'à je me retrouve, moi, c'est quand il va effectivement visiter à visiter, j'ai effectivement visité. Et cette chapelle. J'ai une des rares personnes que je demande à visiter un groupe de cœur qui sont partis, parce que tout le monde en veut la dire. Mais par contre, ça, c'est à l'école, c'est l'église, le premier Mauricien d'en fait. Ah, voilà. Alors, le fait que tu développes ce point-là, tu me permets de dire, quand j'ai été là-bas, et la personne qui m'a accueilli était très embarrassée. Alors, l'histoire de Van Dester, de Sud-Afrique, comme tu le mets dans le
contexte, on n'en parle pas, parce qu'il est métis. Et l'église de Van Ness, cette église-là, c'est l'église réformée. Donc, le paradoxe dedans, c'est l'église réformée. Il est enterré à l'église réformée, qui est à la base de la partie. Ah oui. Et donc, quand on parle de Van Ness, c'est un peu le cas comme ça. On ne peut pas en parler, parce que pour eux, c'est le contraire de ceux qui nous ont toujours, comme si, professé. C'est pas supérieur de la race et tout. Alors que dans leur propre église, il y a la métisse qui est en train. C'est intéressant de. Alors, quand je vois la table des matières, et un peu tout ce que tu énumères là, tu commences par le premier mauricien qui va jusqu'à l'époque hollandaise. Et puis, entre-temps, il y a Lichen-Guillemette, il y a Rémi-Ollier, il y a Saint-Louis, il y a Père-Aval, un mélange de genres, un mélange de différentes figures historiques, de situations historiques. Donc c'est très très riche. En 75 pages, tu as pu résumer. C'est vrai, la mémoire est sélective. On ne peut pas tout dire en étant en train de connaître l'histoire. D'ailleurs, l'histoire est toujours une sélection. Dès qu'on parle de l'histoire, on va retenir, on va l'interpréter dans sa manière. Mais comme si comme si ce qui est fort louable, c'est que tu as pu, dans un langage simple, identifier, sélectionner quelques aspects de notre histoire. Et comme David White le dit, et cette sélection-là c'est fait pour permettre une cicatrisation lente. Et donc, bravo et bravo pour cela. Quand vous avez dit l'histoire, pensée, rebarbatif, avec des dates, avec des notes de bas, des références, il faut que tu tournes. Merci de ton langage. Je te promets que la prochaine personnalité sur laquelle je vais travailler, c'est Roger. Super. Et je connais un peu, mais pas en profondeur. Et je profite de l'occasion pour te féliciter pour ton engagement à mieux mettre Guy Rosemont en le vent, c'est professeur de je vais sur un siège. On va faire ça. Oui, c'est je ferai un bref commentaire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand je parle de mes ancêtres, j'ai toujours tendance à me focaliser sur les ancêtres indiens, les ancêtres africains ou malgaches, ou mes ancêtres français ou anglais. J'ai tendance à ne pas parler du tout de mes ancêtres métis. Or, en lisant ce livre-là, j'ai pris conscience que je faisais souvent abstraction de mes ancêtres métis. Et je conclurai en disant que, par exemple, la majorité de la population à Maurice ne sait pas qu'un métis n'avait pas le droit d'épouser une blanche à Maurice. Or, moi j'ai un acte de mariage de mes ancêtres où c'est mis mariage avec le consentement du gouverneur. Oui, il y avait des. Oui. Mais ça dépend quelle époque. Pas toutes les époques. Il y a pas toutes les époques, même sur l'époque française, après 1791 jusqu'en 1803, l'arrivée de Decamps, il y a eu une période où la France n'avait pas ce bruit-là sur Maurice, où ce genre de choses n'était pas permis mais toléré. Je pense que tu as comblé une lacune assez grave dans l'histoire de Maurice, de parler des gens de couleur. Et je pense qu'il y a études, peut-être pas un doctorat ou des recherches beaucoup plus poussées sur des gens de couleur à Maurice. Mais les étudiants a écrit un livre formidable. Redevenir de Maurice. Je recommande ce livre. Redevenir de Maurice. C'est un livre formidable. Quelqu'un d'autre? Oui. Alors, moi, ça sera Ma belle fille.
moi, de ce que j'entends et de ce que je lis, c'est vraiment le papa, le grand-père, qui est un passionné des valeurs que j'appellerais presque les intouchables de la société, c'est-à-dire, j'entends dans ce livre le mariage, la foi, la spiritualité, l'amour de la vie, de par son parcours à travers la sécurité routière. C'est plus que juste conduire bien et tout, mais c'est la préservation de la vie en étant prudent. Et les auteurs, les personnages et les histoires, les récits choisis sont tous des inspirations pour Alain à travers justement ceux qui ont inspiré et développé l'éducation, qui ont posé des valeurs sur l'amour, le mariage, les relations, la vie, et ce qui a contribué finalement à notre histoire et qui peut perpétuer, d'où le titre Racines et perspectives. Et mon appréciation personnelle de ce livre, c'est que quand mes enfants seront en âge de bien comprendre l'ampleur de ce livre, moi je les ferai lire, bien sûr, parce que de ce qu'il fait dans le quotidien, c'est tout ce qu'il dit dedans, je le vois le partager à mes enfants de manière adaptée à mes enfants, mais ils apprennent de lui, de toutes ces connaissances, et c'est aussi ça l'importance de l'écriture et de sa vie en général, de sa passion. C'est pas juste écrire, mais c'est aussi la transmission qu'il donne à la prochaine génération. Et voilà, comme ça, pour cela, je vous remercie d'avoir écrit ce livre qui, bien sûr, sera transmis à la génération. Je n'ai rien à ajouter sauf de dire merci. Je suis merci non seulement à elle, mais je dis merci à la vie, au papa, au créateur de m'avoir donné une vie comme ça. Voilà. Je voulais rebondir sur l'intervention de monsieur que vous connaissez. J'ai la strasse. Par rapport à la contribution des gens de couleur. J'ai toujours été convaincu, et de plus en plus, que la bourgeoisie créole, les gens de couleur, ont sauvé la culture française. Parce que les dépositaires de la culture française, qui sont supposément des blancs d'origine française, ont démissionné depuis fort longtemps et ont eu d'autres priorités qui étaient beaucoup plus dans un monde d'épicuriens, de jouisseurs matériels, et ont abandonné l'aspect culturel de la vie à Maurice. Donc, Maurice doit énormément à cette catégorie de Mauriciens issus du métissage. Et j'aime beaucoup cette phrase qui est toute simple et qui veut beaucoup dire, à mon avis, à l'effet que l'avenir est dans le métissage. Et c'est peut-être mieux que ça, parce que le passé a démontré que le métissage a apporté une richesse considérable au pays, en tout cas au pays dont nous parlons, notre pays, à nous, mais certainement dans le monde. Et pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais lu il y a quelques années, déjà une dizaine d'années, une magnifique interview qu'avait donnée une anthropologue suisse d'origine de l'Amérique latine, dont j'ai oublié le nom, qu'elle avait donné à Jean-Claude Antoine dans le week-end. Et elle avait dit une phrase qui m'avait interpellé: je ne connais pas, je ne crois pas, ou je ne connais pas, ou peut-être les deux, de blancs mauriciens qui s'est disposé à s'excuser de l'esclavage. À propos de quoi je n'étais pas d'accord du tout au fait. Et j'ai appelé Jean-Claude Antoine pour lui demander si c'était possible de rencontrer cette anthropologue. On s'est rencontrés, on a passé 2 heures ensemble. Je lui ai expliqué la vision de ma vie et de la société. Et je lui ai dit que moi j'étais disposé à m'excuser contre le crime contre l'humanité
l'humanité, de m'excuser du crime contre l'humanité. Et je dois dire que pour finir véritablement, c'est extrêmement lourd à porter. Bon, Jean-Paul, je vois, je viens de faire votre connaissance et je découvre de plus en plus la profondeur de votre personne. Et je pense que l'assistance apprécie à la même hauteur que moi la mesure de vos propos. Si vous lisez le livre de Misérivière, vous devenez humoriste, pas concentré sur le mien, et plusieurs autres ouvrages, vous avez totalement raison de dire que la population de couleur est largement dépositaire de la culture dite française. D'ailleurs, vous savez, c'était dans le survie d'être dépositaire de cette culture. Vous savez, le drame des personnes de couleur, c'est qu'ils sont trop, leur épiderme est trop clair pour être noir et leur épiderme est trop foncé pour être blanc. Ils ont toujours eu cette, je ne dis pas tous, mais si vous lisez Jean-Georges Prosper, quand il avait écrit un livre à l'époque sur, pas redevenir de France, mais l'humoristique de la Révolution, il vous explique dans ce livre-là cette problématique. Ce n'est pas vraiment une problématique, c'est que le métis de couleur, il ne fait pas ça pour, en même temps, inconsciemment peut-être, inconsciemment, il le fait peut-être inconsciemment, pour se prouver qu'il est aussi français que le blanc français. Et de cette manière-là, c'est un débat fort intéressant, et vous avez une opinion très honnête, et il faut avoir du courage pour dire ce que vous avez dit. Et je ne m'attendais pas que ce thème allait être évoqué au cours de, oui, peut-être que des Pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Paul, il y a Maurice Piat qui a demandé officiellement pardon en 2008, 2006-2008, et là, 2 ans ou 3 ans avant de se mettre comme cardinal à la messe du 1er février à Petite-Rivière. Mais ce geste a été un geste vraiment très incompris de beaucoup. Mon métier me donne cette possibilité d'écouter toutes sortes de choses qui me sont confiées. Donc, je dois me censurer dans ce que je dis, mais je dis que beaucoup de gens n'ont pas compris la profondeur du geste de Maurice Piat. Que ce soit entendre Jean-Paul dire cela, je crois que c'est écrit dans ma préface que tes écrits poussent à la cicatrisation. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour construire notre nation. La cicatrisation. Là, si l'on veut, on regarde à une tranche spéciale de l'histoire et nous regardons un peu plus, si vous voulez, la contribution sous l'époque française et surtout des métis. Mais il n'y a pas que ça. Je milite pour une chose. Il y a 2 choses qu'il faut faire. Peut-être une seule. Il nous faut lire en synoptique l'histoire comme tu le fais d'une façon. C'est une vulgarisation, c'est un vrai régal de lire. Merci. Ouais, mais il faut lire aussi en parallèle l'histoire des engagés, de l'engagisme à Maurice. Et puisque moi, ma tristesse, mon écœurement, c'est de voir comment nos politiciens, que je respecte beaucoup, ont souvent choisi l'histoire. Regardez ce que fait Trump aujourd'hui aux États-Unis, réécrire l'histoire. Hitler l'a fait, mais il y a eu des moments
où nos politiciens ont voulu réécrire avec une pseudo-intelligentsia l'histoire de l'île Maurice. Et je crois que c'est très dangereux. Et quand nous faisons cela, nous maintenons la division. Or, ton travail pousse, ce que vient de dire Jean-Paul, pousse à la cicatrisation. C'est nommer, dire. Dans tous les rôles que tu as, qu'on a pu voir, tu es un peu la face cachée peut-être d'un Henri Souchon qui lui projetait, parlait de l'avenir parce que c'était un futuriste. Mais toi, tu nous ramènes vers le passé et vous avez tout à fait la même mission, c'est de fédérer, c'est de cicatriser. Et on voit le rôle du père. Le rôle du père en psychanalyse veut tout simplement dire celui qui dit la loi, celui qui pose des balises. Alors, je suis très heureux de voir que Linné, je me posais la question, mais Linné, où veux-tu nous mener en nous provoquant? Mais cette provocation, elle est très intéressante, puisque l'homme, finalement, en creusant, on voit, on te connaît, tu es très humble, tu es très discret, mais l'homme a une mission importante dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il dit, puisqu'il devient chantre, il devient vecteur, quelque part, d'un travail de relecture. Aussi longtemps que nous ne fassions pas cette relecture qui nous pousse, non pas à la folle, qui nous pousse, qui ne devrait pas nous pousser à l'écœurement. Je crois que c'est ça, ce balayage que tu fais en nous montrant les choses comme elles sont. C'est important et je militerai, on est en train de préparer au Conseil des religions. C'est la scoop, mais gardez ça pour vous, vous n'avez pas entendu. Un livre sur la contribution des femmes et des hommes de foi à construire l'éducation à Maurice. Pourquoi nous le faisons? Puisque nous voulons démystifier une chose. Chaque croyance religieuse a eu une personne qui a cru dans l'émancipation, dans le nation building, en favorisant l'éducation. Et je crois que tu es un peu précurseur avec cet ouvrage. Nous allons continuer, mais c'est une série, mais il faudrait surtout la lecture synoptique de cette période et la lecture de l'engagisme. Ce n'est qu'à ce prix que nous remettrons les pendules à l'heure et que nous pourrions vraiment nous regarder comme partie composante d'une nation. C'est inadmissible après 57 ans que nous n'ayons pas. Chaque fois que je vais à Singapour, je suis en colère quand je pense à mon pays. Quand je vois les efforts des Singapouriens pour faire du nation building, il n'est pas aucune pierre qui est à leur disposition pour fédérer leur pays. On sait ce que Singapour représente. Et nous pouvons faire même mieux qu'eux. Pas faire comme eux, faire mieux qu'eux, puisque nous avons une histoire très très riche. Hein? Une histoire qui vient de plusieurs horizons. Et Alain, tout simplement, si je le dis, c'est pour t'encourager. Et je crois qu'il nous faut ouvrir aussi l'espace avec des gens comme le professeur Lévy, je parle sous la correction, qui est chercheur au Mahatma Gandhi Institute, avec Kader Kala, qui est le fils spirituel de Jean Lebrun. Il n'y a personne qui connaît, qui a beaucoup écrit sur Jean Lebrun, je te remercie. Hein? Moi, je suis descendant spirituel de Jean Lebrun, mais le fils spirituel de Jean Lebrun, c'est Kader Kala. Hein? Et quand les gens sont honnêtes, fondamentalement, foncièrement honnêtes, comme Kader Kala, comme toi et comme d'autres, il y a de l'espoir pour la génération, pour les générations futures, pour une île Maurice qu'il nous faut construire. L'île Maurice est en construction. Et je crois que nous devons sonner l'alarme et donner un avertissement clair aux politiciens qui ne tripatouillent pas avec l'histoire, qui laissent la plus haute probité intellectuelle nous instruire, nous éclairer là-dessus. Et ce warning devait venir d'une façon
très forte pour que, enfin, nous comprenions qu'aujourd'hui, nous avons peut-être les conditions pour faire un travail qui prend pas beaucoup de temps. Mon ami Nicolas, qui est psychologue, lui aussi comprend ce besoin, on a eu plusieurs discussions là-dessus, de cicatrisation au sein de notre nation pour pouvoir avancer, pour arrêter l'exode des jeunes cerveaux aujourd'hui, parce que we are infatuated with so many divisive narratives and rhetoric. And I think this is the danger. Le plus gros danger, c'est vraiment cette fragilisation du tissu social haïtien. Et puis l'ostracisation, où vraiment, tout simplement, on regarde que ça ne nous concerne pas, c'est pas important. Je crois que c'est une grossière erreur. Je souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'écho à ton livre et que ça, c'est un avant-goût que tu nous as donné. Et je sais qu'il y a d'autres qui viennent. Merci pour ces mots élogieux, David. Je m'encourage, effectivement. Et merci encore une fois pour ta préface. Oui. Je laisse l'idée pour aller. Très rapide, je vais très rapide. Avant tout, je vous remercie pour ça, parce que tu fais presque chaque année, une publication au soir. J'aimerais dire chaque année. Visuel et on peut dire littéraire. Donc, on grand merci pour le monde culturel. Deuxième chose, par rapport à ce que je suis venu un peu en retard, je m'excuse, mais j'ai entendu parler de couleurs, genre couleurs, blanc et tout. Et moi, je suis dans mon cas, moi, dans Dominicaine, ok? Enfin, Dominicaine, mais ça a bien changé, ok? Très organisé, mais j'ai eu une enfance, une adolescence grâce au français, de l'Institut français, avant ce qui ne change pas la secondaire. Et à nos frères et ados qui ont des éducation secondaire, j'ai pu avoir ce que je suis aujourd'hui. Sinon, j'aurais été illettré. Souvent, je dis ça. Merci aux Français et merci à nos frères et ados. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis d'une génération, M. Jonathan aussi, parce que notre génération, où nous n'avons pas connu des choses, où on a connu des choses qui est différent des autres générations. Et dans ce sens, nous parlons bien dans les gens couleurs, je ne suis pas un gens couleur dans l'esclavage. Un Africain pour l'esclavage. Mais on n'a pas de la haine. On veut cheminer ensemble et grandir ensemble. Mais il faut faire face à notre histoire. Et c'est ça que je vous remercie du travail et aussi à Kimi qui est là, même si je ne peux pas prendre la bonne tout, mais il fait un travail d'historien et d'anthropologie. Et nous, ça, nous devons merci. Et il nous faut se bâtir entre nous. Merci. Jean-Paul, vous voulez réagir? Oui, non, je voulais réagir, Alain, mais si vous donnez la parole à une phrase que tu as dit en réponse à mon intervention et qui m'a un peu, comment te dire, un peu bouleversé, un peu interpellé. Quand tu as dit si c'est véritablement une bonne lecture de tes propos, qu'inconsciemment, les intellectuels de la bourgeoisie créole, inconsciemment, tu dis, voulaient se mettre à la hauteur des ordres français, des blancs qui. Il ne faut pas se mettre à la hauteur intellectuellement, non, mais se servir de ce côté intellectuel pour dire, pour montrer qu'ils sont comme. Alors, justement, je te le dis en toute humilité. C'est ça que parce que c'est vous qui avez les leaders. Ok? C'est vous qui avez les leaders. Les blancs sont à la traîne. Donc, rien à essayer d'égaler. Non, moi je parle de quelque chose du passé, je ne dis pas ceux qui le font maintenant. J'ai compris que c'était. Non,
pas maintenant. Mais c'est de vous tirer des balles dans les pieds. Donc, vous êtes des personnes formidables. Vous avez vous aussi, vous savez, tout le monde a ses travers. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas continuellement se culpabiliser. C'est pas une bonne chose. Parce que moi, je vais vous dire honnêtement, il y a des choses, peut-être, certaines ne voudront pas entendre. Vous savez, quand les Anglais voulaient arrêter la traite des esclaves, est-ce que vous savez que le roi Radama, il a demandé à être compensé pour les esclaves, pour les captifs qu'il ne pouvait pas envoyer à Brice par tête d'esclaves. Il était compensé. Donc, quelque part, la complicité, elle est partout. Le problème, on dérive un peu, mais c'est quand même dans le contexte de mes écrits. Le problème des gens, il ne faut pas donner une couleur aux valeurs et à la méchanceté et aux contre-valeurs. Ça, c'est l'humain. Il faut comme Martin Luther King nous dit, il ne faut pas pointer le doigt vers la personne, mais vers ce qu'il a fait de mal, vers ce qu'il y a de méchant chez lui. Pareil, on ne pointe pas le doigt à la personne lorsqu'il fait quelque chose de bon, mais à ce qu'il fait de bon. C'est ça qui est nécessaire. Il faut connaître par exemple Jules Kennedy. Bien souvent, l'histoire le juge comme étant quelqu'un qui était anti-hindou. Mais oui, par rapport à tout ce qui est autour de l'indépendance, etc. Mais en fait, Jules Kennedy, il a supporté Soukhdev Dayal, quand Soukhdev Dayal est venu avec la proposition. Tu sais, tu es dans les législations, la proposition des succès pour le Nord oriental. C'est Jules Kennedy qui l'a supporté à la fois dans le Conseil et légalement. Là, que je voulais dire, il faut faire attention. Il faut faire attention. J'apprécie votre honnêteté, mais je vous dis, il ne faut pas se culpabiliser. Je pense qu'il faut se réconcilier avec l'histoire de manière que nous puissions grandir ensemble. Petite parenthèse, la parole. Merci beaucoup Alain pour l'invitation. Moi, on va pas tous conseiller. Je vais en trouver dans. Non, je le dis parce que je suis pas monsieur le président, mais je vais essayer, je te remercie parce que tout ce que tu as apporté, c'est une contribution pour nous ramener un peu dans le passé parce que celui qui connaît la son histoire et continue pour les condamner à répéter des erreurs du passé. Mais moi je crois que, au-delà de te féliciter, je crois que c'est pas aussi simple que ça. Je sais que quand on est dans un forum, dans un forum, on a tendance à faire le côté positif, mais notre pays, pour moi, il est toujours très compliqué. Il ne faut pas se voiler. Parce que peut-être là, les gens, moi je rencontre, je ne sais pas là, le privilège ou le vol, mais je rencontre des gens de toutes les cultures et de toutes les communes, des classes. Et ce n'est pas nécessairement comme on c'est tout à fait différent. Et puis, quand on est en train de. On a parfois à rendre un peu, comme on dit en anglais, rendre des choses un peu poétiques, roman comme si, on dit ça en français. Et c'est un peu un roman, parfois, mais la réalité n'est pas aussi simple que ça. Moi, je crois que dans le Chabal, si je ne me trompe pas, avait dit à l'époque qu'en Maurice, on cultive la société des préjugés. Moi, c'est lui, exactement. Mais dans beaucoup de cas réels, moi, je crois qu'on cultive à Maurice maintenant un peu moins, pas qu'un jour, mais des préjugés et des préjugés. Parce que pourquoi je dis ça? De plus, je crois parce que quand on arrive à prendre des décisions très importantes, on regarde des trucs très très subjectifs, je dirais des facteurs communaux, mais aussi très racistes, parfois on dit, parce que je suis d'accord avec quelque chose que M. Lenoir, excusez-moi, je suis pas au début, mais c'est que moi j'apporte culpabiliser les gens, tout comme les Allemands d'aujourd'hui, ce que le régime nazi a fait. Parce que tout se passe dans un contexte, bien sûr, il ne faut pas jouer à l'apologie, sinon on ne va pas avancer, on va dévoiler tout sur tout. C'est pas normal. Moi, je viens d'une culture, je suis descendant peut-être des ancêtres d'Inde, très sûr, mais on a une sensibilité, je crois, qu'à Maurice, et ça fait une belle différence parce que tout à l'heure, vous avez parlé du patrimoine, peut-être institutionnel que les métis ont véhiculé, ont sauvé.
Mais je crois qu'aussi, il faut avouer qu'en se faisant, il y avait c'est aussi une lutte de classe pour Alain, si ça peut-être vous aviez dit ça, c'est qu'à Maurice aujourd'hui, on se sert du mot membre vivement blanc. Il y a toujours, on administre comme blanc. Et il ne faut pas se leurrer là-dessus. C'est pas par rapport à on dit, ces préjugés sont là, ils sont très ancrés. Mais c'est une bonne référence, non? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est un complexe qu'on a, et que certaines personnes qui ont le sens, monsieur ne l'a pas, il va s'en affranchir facilement. Et les gens qui ont ça, ils vont prendre comme si une sorte de fierté pour inventer une supériorité, parce que la condescendance dans notre langage, la langue ça aussi c'est une forme de condescendance assez forte. Par exemple, moi j'ai beaucoup d'amis dans les médias, ou même dans les débats qu'on voit, et quand on arrive à dire le mauricianisme, je dis, mais qui définit, qui a l'homme le peut définir c'est quoi le mauricianisme? Le mauricianisme, c'est quelque chose qui est en constitution permanente, c'est fait, c'est tout ce qu'on a. Mais moi je crois que les intellectuels qu'on a pris, mais qui ont la langue, parce que la pensée chez nous, la pensée chrétienne se véhicule dans la langue française d'abord, et qui est issue d'une sensibilité qui est très francophile. Même si je suis un bien souvent, je suis aussi emporté par ce courant-là. C'est comme ça mon histoire est partout, ça a été comme ça. Et je pense qu'il faut faire attention parce que on touche souvent à une sensibilité, et les gens qui restent tranquilles, bien souvent, ils se sont écrasés par le poids de ceux qui ont la maîtrise, ou même l'influence très forte de ça. Et par exemple, c'est paradoxal. Les Anglais sont restés depuis 1810 à Maurice et ils n'ont pas choisi de mettre la langue anglaise comme étant la langue la plus prédominante. Parce que les Anglais ont choisi, parce que eux qui étaient derrière, qui étaient en contact avec tout le monde et ils ont laissé. Mais c'est ça que j'en étais pas. Ouais, non, j'ai dit ça, c'est pareil comme depuis l'indépendance, on aurait pu avoir une sorte de retour, pas de retour, où on aurait mis tellement d'emphase sur la langue anglaise que le français aurait reculé, parce que les pouvoirs qui sont vraiment hégémoniques, ils s'imposent la langue avec leur culture et tout. Alors ça, c'est peut-être à aussi ajouter pour sauver la culture et la langue française à Maurice. Parce que les médias ont contribué énormément. Oui, mais là, justement, tu poses une question qui revient à ce que Jean-Paul a dit. Jean-Paul a dit, justement, pourquoi, disons, à l'époque où les Anglais voulaient serrer les vis et imposer la langue anglaise, là, je parle de l'époque de 1840 environ, et là, Rémi Ollier s'est mis du côté des Anglais pour pouvoir réclamer d'eux les droits des personnes de couleur. On revient à dire que ce sont les personnes de couleur qui ont fait pression pour que la langue française reste, disons, je ne dis pas directrice, mais la langue anglaise, c'est-à-dire Rémi Ollier s'est mis du côté des Anglais. Non, ce que je dis, il y a M. Caractère, quand il était parti à Singapour, nous avons vu, c'est qu'une langue, ce matin, il y avait un carton qui, je crois, en Australie, qui a lancé un débat très intéressant à Maurice. Nulle part c'est écrit qu'il y a une langue officielle. Il n'y a pas. Je crois que là, en Angleterre aussi, il n'y a pas dans la Constitution. C'est dit pour le Parlement, il y a une section dans la Constitution qui dit English is going to be the official language, but French also may be used. C'est pour ça que ça ouvre une porte que le créole mauricien soit admis comme une langue légitime au Parlement. Parce que nulle part est écrit dans notre Constitution que pour être un candidat, je crois que je déborde un peu sur l'aspect linguistique, parce que c'est important, parce que le nation building dont a parlé monsieur est très important pour le nation building. À Singapour, par exemple, quand il est arrivé, il a imposé, parce que là-bas c'était possible, parce qu'il mettait l'intérêt du pays avant, il a imposé que l'anglais soit la langue officielle. Parce qu'il a vu que si les inclus, les musulmans, les Chinois imposaient le mandarin ou le haka, mais ça aurait affecté le nation building. À Maurice aujourd'hui, comme j'ai partagé avec Serge, au Canada, par exemple, il y a un commissariat des langues pour empêcher qu'une langue ne domine l'autre. À Maurice, on n'a pas ça. Je pense que si quelqu'un peut me corriger là-dessus, ils ont fait ça parce que ce qu'on appelle exposure à une langue, c'est ça qui rend accessible. À Maurice, soit on a l'autre. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que j'ai grandi avec Molière, avec Jean-Paul Sartre, j'ai lu un peu de là où je sors. C'est pas facile parce que je ne suis pas habitué à rencontrer des gens qui sont familiers avec les langues un peu
disons, coloniale, mais on a fait énormément d'efforts. Et ça nous coûte beaucoup plus d'efforts. Je partage les trucs qui viennent de cœur, mais ce n'est pas pour culpabiliser. Pour nous, disons, asiatiques ou hindous, c'était beaucoup plus difficile d'aller apprendre une langue, que ce soit l'anglais ou le français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprivoisé la langue française parce qu'ils allaient à l'église, parce que les messes se disaient en français. Il ne faut pas, comme s'il n'y a pas une seule one size fits all, et l'histoire n'est pas linéaire. On est obligé, comme quelqu'un a dit, d'être sélectif, mais dans le cheminement, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dedans pour faire, par exemple, si on raconte demain sous des zodiacs, on va prendre peut-être une autre tangente pour raconter l'histoire de Maurice. Si on raconte Rémieulier, c'est différent. Parce que je ne dis pas qu'on invente, mais il faut prendre toutes les choses dans le contexte, mais nous, quand même, peut-être un peu avec une esprit d'ouverture, il faut comprendre que l'histoire, c'est là pour nous éclairer qu'il y a, et je crois que mon livre parle de racines et perspectives, ce qui est très intéressant. Il y a multiples perspectives, mais ce qui est important, moi, ce qui me peine à Maurice, c'est qu'on ne s'approche pas de ces complexes, de cette effortless sense of superiority qui est basée sur la langue. Et moi, j'ai été au collège, par exemple, là, professionnel à l'époque, et j'ai des amis aujourd'hui, que ce soit Maroc, on a échangé beaucoup, on est toujours amis, mais je n'ai jamais remarqué avec eux qu'il y avait ce préjudice-là. Mais quand on voit le système, comment ça fonctionne, là on est un peu payé parce que quand il y a des élections, on voit comment les gens ils se replient vers ces langues identitaires qui empêchent le pays de bouger. Et on va ça comme ça parce qu'il y a une méfiance mutuelle, je crois, un peu mutuelle. Et ça, il faut, à travers le livre, à travers des partages comme ça, il faut donner de l'espace. Il faut donner de l'espace. Bon, merci. Moi, en fait, pour bien apprécier ton intervention, si vous ne répondez pas dans la langue, c'est juste obligatoire. Il ne faut pas servir la langue. Moi, j'aime bien la langue française, mais ce n'est pas pour exprimer une quelconque supériorité. C'est dommage que si certains le font, mais je pense qu'une langue, c'est d'abord un medium of communication. C'est medium of communication. Et puis, si tu as parlé ça, puis si tu as parlé français chez toi, c'est la langue maternelle, tu te sens plus à l'aise, tu es beaucoup plus exposé à ça. Je n'ai pas de problème à ça. Vous voulez dire quelque chose, ça? Oui, quelque chose. Oui. Ce que vous avez dit, monsieur, c'est très vrai. Alors, et par rapport aux gens de couleur et ce qu'il a dit, alors, quel bout il a dit? En France, à la période française, vous avez la société littéraire Clairvoyante. Oui, Maintenant, pour l'équivalent, chez les gens de couleur, ce sera la société d'émulation. Voilà. Et c'est cette société d'émulation qui va donner à ce moment-ci toute l'élite, qui va faire toute la littérature, en fait, sera beaucoup plus productive. Le nazisme en face du nazisme, c'est ça qu'on dit là? C'est grave, hein, ce qu'il dit. Société d'émulation. Vive les créoles, ça veut dire que la force, sur le cas, moi, je suis créole, mais I'm very concerned with what I hear. Very concerned. C'est marrant bizarre l'angle que ça prend. Non, j'entends mal, peut-être j'entends mal, mais je vais entendre le non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est pas dit ça, c'est mon On remonte à l'époque période française. Vous avez la toute première société d'histoire littéraire qui s'appelle la Table de Grade. Donc, durant cette période-là, donc quelques années après, vous aurez l'équivalent chez ce qu'on appelle les gens de couleur, donc les métis, société d'émulation. Donc, du côté de la société d'émulation, vous avez beaucoup d'œuvres littéraires. D'ailleurs, et l'IFM récemment, avec les on produit pas mal de ces choses. À la fois société d'État de Paris. Maintenant, et la régence à la France, on la voit surtout avec Curé, avec le mouvement rétrocessionniste. C'est là que vraiment vous voyez que, au fait, quand il fallait choisir entre la France et l'Angleterre, parce qu'à un moment donné, quand l'Angleterre va prendre le pays, bon, vous aurez après une réaction dans la population pour que le pays retourne à la France. C'est ça qui va donner le mouvement rétrocessionniste. Et Curé
Maurice Curé sera justement le fer de lance de ce mouvement. Mais l'erreur de Curé, c'est quand on arrive aux élections, je dirais dans les années 30, des choses comme ça, et la population indienne, lui, croyait avoir un vote, c'est pas ça, c'est la générale. Quand il y aura les élections, finalement, la population franco-mauricienne va plutôt soutenir les Anglais. Parce que voilà, maintenant, c'est pas une question de race, c'est une question économique. Voilà, c'est une question de classe. C'est une question de classe. C'est ça. Et donc, même les populations supérieures verront plus leur intérêt parce que l'Angleterre donne la garantie d'acheter le sucre, l'Empire. Très bien. Allez, je vais vous parler. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente c'est moi. Oui, mais je m'en souviens bien. Et je suis simplement apporter une petite commentaire sur l'aspect de l'esclavage. Parce qu'on a toujours tendance, à un certain moment, j'écrivais un livre sur l'économique impact of slavery. C'était un cours sur un analyste qui n'a pas été publié parce qu'un de mes amis a pris certaines de ses idées. Vous êtes un Chopinac, c'est ça? Pardon? Vous êtes un Chopinac? Oui. Ah, ça va. Ouais. Sinon, encore. Eh bien, je suis bien sûr. Je vais faire monter sur le bien sûr. On a parlé sur le Canada, mais peut-être je vais apporter certaines choses. Je suis quand même président de la place. Et que l'esclavage, parce que l'esclavage n'a pas été inventé que par les Blancs. Originalement, c'était par les Arabes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que même parmi les Blancs, il y avait des esclaves. Les Irlandais, par exemple, étaient souvent des fois, et même dans l'Empire romain, lorsqu'ils ont envahi l'Angleterre, l'empereur dit these are Angles. They are not Angles, they are Angels. C'était des esclaves de Angles, Saxons, etc. Ça, c'est la région. Mais à Maurice et entièrement à Haïti, en Amérique, parce que lorsque vous voyez par exemple Washington, un des Noirs qui a été émancipé, il y a trois choses. Tout d'abord, c'est l'aspect économique. Sur tout l'esclavage et l'aspect économique, parce qu'il y avait aussi des gens de noirs, des princes, qui vendaient, qui faisaient du commerce. C'était légèrement, on a des préjudices. Parce qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas beaucoup de choses. Il y avait ce qu'on appelle certaines choses d'illittératie. On croyait que c'était des Érythréens, on croyait que ces gens sont différents de nous, alors ils sont moins intelligents, etc. Et même parmi les Noirs, si vous avez la lettre, on vous pensez que ça, c'est les Blancs, les premiers Blancs qui sont arrivés en Afrique, on croyait qu'ils avaient la lettre. Et ils se sauvaient. Alors, partout, même de deux côtés, il y avait, mais seulement les Blancs avaient, par exemple, meilleur en même. Alors, ils ont pu conquérir les autres parce qu'ils avaient des hommes. Et c'était un peu plus doué à cette époque par le commerce. Ça, c'est la première chose. Alors, lorsqu'on voit, moi, je n'ai pas pu continuer le livre parce que j'ai essayé d'appliquer une théorie quelqu'un qui a eu le prix Nobel, Murray, mais comment estimer le prix, ce qu'on appelle le shadow pricing sur l'esclavage, pour voir vraiment si ça a apporté des revenus ou non, ou si c'était des burdens, comme on dit, pour le pays. Il y a un ouvrage qui a été écrit par Philippe Parel, en France, qui essaie d'évaluer le cost, le socio-économique cost of slavery. Je voulais rebondir sur deux choses. Je vous remercie pour votre intervention. Je suis très heureux que vous soyez venu. C'est le docteur Kobiler. Il vient de publier un livre, d'ailleurs, qui va lancer très prochainement. Je voulais revenir sur deux choses. L'esclavage a existé depuis la nuit des temps.
Mais seulement l'esclavage, tel qu'il existait avant, il n'y a rien de comparable avec l'esclavage qui a été développé après 1492 de transatlantic slavery. Parce que dans le transatlantic slavery, l'esclave est un meuble. Tandis qu'avant, l'esclave était un prisonnier de guerre, qu'au lieu de le tuer, il devenait esclave, et cet esclave-là, il n'avait pas ses droits civiques, mais seulement, il était considéré comme un homme. Il y a même des esclaves, avant à l'époque, parce que l'esclave, c'est un nom même, le nom même vous dit étymologiquement que c'est des slaves, slaves. Et il y avait même des esclaves qui étaient des professeurs, qui étaient des enseignants, des enfants des maîtres. Quelque chose d'inimaginable dans l'esclavage qui s'est déroulé, le transatlantique s'est déroulé après 1492. Donc, c'est un grand sujet. Je ne pense pas que ce soit le sujet du livre, mais c'est bon de s'enrichir un peu. Je vous remercie pour votre intervention. Le deuxième commentaire, parce que vous avez mentionné Canada. Oui. Et moi, je pense probablement que la guerre entre le français et l'anglais, c'est quelque chose d'inutile, économiquement parlant, socialement parlant. Parce que les deux se renforcent et je pense que les Mauriciens doivent apprendre les deux en même temps. Et je fais mon expérience personnelle, parce que mes enfants aujourd'hui occupent des postes très conséquents au Canada, qu'il s'agit du gouvernement, qu'il s'agit dans le secteur privé. Et un des facteurs qu'ils ont, ils sont très bons en anglais, mais le facteur qui a déterminé s'ils vont avoir une promotion ou ils vont avoir un job, c'est le français. Parce qu'en tant que Mauricien, l'État de l'Ontario ou du Québec, il met l'emphase sur le français. Et en Ontario, par exemple, la majorité des personnes sont désavantagées parce qu'ils sont des anglophones, la majorité. Et si un Mauricien parle et il est très doué toutes les matières et il a de ça en français et en anglais, il a une meilleure chance d'avoir un job de haute qualité, de promotion très vite et vous pourrez jouer un rôle international. Le font les enfants. Merci beaucoup. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose avec nous, c'est juste pour rebondir sur ce que je veux. Attends, je laisse le monsieur parler avant et puis on va le beau phénomène. Je le trouve surtout avec le livre que Anna a posé et par rapport à ce que la monsieur a dit. Je crois que ça, nous sommes tous d'accord qu'en Maurice, on a rien besoin de se questionner. Si ce livre allait à travailler et à démontrer que ça peut nous aider à contribuer à participer aux émissions de l'État, je sais pas si tu auras pour se loger, faire quelque chose. On avait déjà commencé avec l'émission, l'idée et moi. Nous avons quand il était à la MBC, nous avons développé une émission, Les temps longtemps. On a fait 45 épisodes, 46 épisodes de Les temps longtemps. Peut-être. Ceux qui ne connaissent pas, moi je vous dis, de toute façon, ce que je vois aujourd'hui quand Alain a écrit ce livre, il a pris plusieurs sujets qu'on a traités dans l'émission. C'est une façon très utile. Hein? C'est des sujets. Tout à fait, c'est sûr. Je t'en fais tout. Mais c'est pour ceux qui n'aiment pas lire et qu'on veut transmettre l'histoire de notre pays, parce qu'on est d'accord avec moi que l'histoire joue un rôle important dans ce qu'on appelle le nation building, comme dit. Et pour arriver à transmettre cette information à ceux qui ne vont pas lire, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui ne lisent pas, qui n'ont pas le temps, qui veulent simplement lire les titres et oublier le reste. Cette émission a été pour nous une expérience riche de par ce qu'on a reçu comme retour de ceux qui sont intéressés à ça. L'émission a un ancrage rural très important. Nous étions très surpris. Je pense que la population urbaine et du sud, peut-être que je vais
je vais être d'accord avec un ouvrage de la population urbaine ne regarde pas les émissions. Et quand nous circulions dans les régions rurales, l'émission avait la cote dans les régions rurales, parce qu'eux, ils regardent et ils nous félicitaient à chaque fois. Et j'ai demandé à M. Gentil de reconsidérer la remise en route de cette émission-là. Je pense que ce serait une bonne chose. Est-ce que cela vous dit de regarder 50 secondes la tombe de Bernardin Saint-Pierre? Nous sommes au cimetière Père-Lachaise, 17 août 2016. Il a bien fallu chercher pour retrouver la tombe de Bernardin de Saint-Pierre. Bernardin de Saint-Pierre qui a mis notre île Maurice sur la carte mondiale de la littérature avec son roman Paul et Virginie. Nous sommes à la veille du triste anniversaire du naufrage qui s'est déroulé aux petites heures du matin le 18 août 1744. Ici est inhumé le grand écrivain Bernardin Saint-Pierre qui a vécu 3 ans à l'île Maurice et avec lui ses 2 enfants, Paul de Saint-Pierre et Virginie de Saint-Pierre. Voilà, donc il est 20h15 et avec le d'aller jusqu'à 20h30. Ce que je vous propose de faire, c'est de nous arrêter là. Vous pouvez continuer à partager. Qui peut intervenir? Bien sûr. Ok, non, mais vas-y. Non, il a une voix. C'était l'autre. Bonsoir, merci. Vous êtes rencontre. Bon, je ne devais pas être là, mais finalement, j'ai pu m'organiser parce que ça me prend 3 lundis d'affilée, je suis ici. Et surtout, Alain, pour rapport à la première question qui m'a été posée, c'est vrai que le combat, je crois que c'est quelqu'un qui milite. Parce qu'on a été au début, moi je venais d'arriver à Maurice et on a eu l'occasion, avec prévention routière avant tout, d'être ensemble et il travaillait toujours et souvent il était en avant-garde pour des projets par rapport à la sécurité routière. Et ça c'est une première partie que je voulais partager par rapport à Alain. Et aussi j'ai fait un petit classwork en regardant le livre parce que j'ai pas eu l'occasion de le lire. Et ça m'a interpellé parce qu'aujourd'hui j'habite à Bossonge et en lisant très rapidement sur l'accident qui a eu lieu et en même temps tu remets un peu la perspective de ce qui se passe dans ce lieu, très beau, etc. Mais en même temps, tu as parlé tout à l'heure d'Esprit Saint, mais en même temps, je ne sais pas comment tu as dit ça, mais qui est un peu en contradiction de celui aussi, de cet endroit qui est Bossonge, avec l'historique que beaucoup de personnes disent à beaucoup d'accidents. Voilà, souvent ce lieu et je me suis dit. aux antipodes de ce que du nom, quoi. Voilà, et je me suis dit, bon, j'ai pas lu tout le livre, et cette partie que tu as partagée par rapport à ta lutte pour la prévention routière, et aussi, comme tu dis, en ligne, tu as l'habitude de poster, je vois que Olivier Précieux aussi est là. Des fois, je me dis, bon, c'est des good influencers qui posent des choses comme ça. Moi aussi, on me dit d'arrêter de commettre sur Facebook, mais je crois que c'est dans l'âme d'une personne que si on éteint quelque chose et qu'on nous dit, tu sais, allez, arrête que ça, mais c'est fini. Je crois qu'on a besoin de laisser, que ce soit les plateformes, que ce soit des choses que tu as eues aujourd'hui à travers le livre, à travers les écrits, les écrits restent parce que tu dis aussi que tu veux transmettre. Moi, il y a quelque chose dans la transmission, je veux laisser quelque chose d'une pierre, de quelque chose que j'ai contribué pour ce pays, peu importe, et que je veux laisser aussi à ma génération qui ira. Je crois que c'est là la racine de toi et les perspectives vont venir aussi dans la transmission des petits-enfants. Et ce matin, juste pour faire une petite parenthèse, je partageais avec les bénéficiaires où je travaille à Benzino. Et récemment, quelqu'un qui vient me voir, un très bon ami, il me dit, mais tu sais, Nicolas, je connaissais ta combien et souvent dans
la transmission, mais on reconnaît quelqu'un avec les valeurs et les choses qui ont été transmises. D'où cette grande question en GP, nature ou nurture. Mais voilà, je vais laisser ça en regardant un peu. Je pense que c'est ton fils qui a oui, j'ai vu parce que j'ai lu rapidement le livre, un peu rapidement. J'ai regardé la famille. Ben voilà, c'est une très belle couverture. Je crois que tu laisses quand même quelque chose pour ta génération à suivre et aussi pour tous ceux qui vont le lire. Ben, bonne chance, bonne continuation. Non, merci beaucoup. Est-ce que tu peux faire Alain, je peux dire un mot? Oui. Je reviens au tout début de l'intervention par rapport à Olivier Gini et le fait que le capitaine du bateau des Gini n'ont pas souhaité se déshabiller dans son bord. Et tu as parlé dans ce cadre-là des valeurs, la géométrie variable. N'est-ce pas? Bon. Avec le recul. Oui, mais justement, c'est ça mon point, c'est que ça n'a pas changé. Parce que dans la hiérarchie des fautes, la pudeur est restée au firmament, si on peut employer ce mot, et que pour schématiser ou pour caricaturer, on pourrait presque tuer, voler, on serait moins montré du doigt que si nous faisions un péché de la chair. Ça n'a pas changé. L'image de Virginie s'échouant dans sa robe, elle est toujours présente aujourd'hui, Maurice, dans toutes les sociétés. Et je ne comprends pas comment. Et du reste, Maurice, c'est un pays qui est pour ce que je connais du monde et des populations que j'ai rencontrées, très en arrière sur la question. Parce que quand on a un bon cœur et qu'on fait des bonnes choses, mais c'est le plus important de la mission de l'homme sur Terre. Et que ces bonnes choses, et que ce bon cœur devrait pouvoir effacer toutes les dérives auxquelles l'impudeur pourrait faire allusion. Évidemment, je précise, parce que j'ai un sens moral, je présume que cette impudeur ne devrait pas être assimilée à des fautes graves comme l'infidélité, etc. Hein. Et à ce propos, je vous invite à réfléchir, je vous partage une réflexion. Ça me heurte beaucoup d'entendre trop souvent dans la société cette l'incrimination gratuite de la classe constituée. Parce que de ce que je connais de la société et de ce que je connais de la société chrétienne, le plus souvent, je dis bien le plus souvent, ces femmes sont forcées, contraintes à cette activité. Et que on n'a pas le droit, au nom de la morale et de les pointer du doigt. On revient à cette notion du fait qu'on est beaucoup plus enclin à pointer du doigt ce genre d'incartade, entre guillemets, plutôt que toutes sortes de crimes, entre guillemets, de la société. Très bien. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette partie de ce partage. Je vous demanderai peut-être de continuer pendant mon point de collation. Et Alain, toujours disponible, sera là pour répondre à des questions si vous en avez, sur le livre et aussi sur les thèmes qu'on a choisis aujourd'hui. Il est 20h, mais je laisse un petit peu pour la liste.
Et je voudrais. Je m'entends, c'est ça? J'invite notre directeur. Et après, j'ai une invitation. Bonsoir. Adieu. Alors, des raisons de santé, j'ai la joie de vous annoncer que je vais être court. Parce que depuis ce matin, je me suis levé sans voix. Là, vous entendez, ma voix est revenue. Ce matin, c'était terrible. Donc, en attendant, j'avais expliqué à Alain que je ne pouvais pas être là. Et puis, à Blanche qui allait. Merci à Blanche, et merci à Alain, merci à Limé. Donc, je vais quand même tout simplement prendre le reste de temps que j'ai et d'énergie que j'ai, vous remercier. Voilà. Merci pour la qualité de ces partages que j'ai pu entendre à la fin, ayant pu vous rejoindre malheureusement que tardivement, pris par d'autres responsabilités. Mais c'est pour la qualité des propos échangés. Et qui dit échange, dit aussi écoute. J'ai pu comprendre, j'ai pu en tout cas sentir de l'écoute des uns des autres. Certaines interventions étaient plus longues que d'autres, d'autres plus complexes, plus denses, plus intenses. Mais tout cela à la lumière aussi de nos individualités, à la lumière de nos singularités. Et je crois que c'est ce que nous voulons faire ici, à l'Institut. Être un espace où nous tous, chacun d'entre nous, porteurs de nos personnalités, de nos originalités, de nos singularités, nous puissions nous voir, nous puissions prendre du temps ensemble, assumer nos différends et nos différences, nous écouter les uns les autres, nous confronter, pas nous affronter, mais nous confronter et être non pas en opposition, mais être en imposition, c'est-à-dire partager parfois aussi des positions différentes les unes des autres. Donc merci à vous. Merci énormément de faire de ce lieu un lieu d'échange, d'écoute, un lieu de rassemblement, un lieu de pensée, un lieu de dialogue. Merci, Alain, d'être un habitué de ce lieu. Merci de nous gracier de ta science, de ta passion, de ta participation. Merci à Limé d'avoir assuré la modération, si tant est qu'il faille modérer ce soir. Et merci évidemment à Blanche, notre bibliothécaire, qui donc, avec Stéliane, que je salue là-bas, qui porte cette autre maquette, cet autre modèle des soirées. Nous avons les soirées grand public, comme nous venons d'avoir il y a 2 semaines avec Finlay, Alain Gaudin-Gentil, etc. Puis nous avons l'autre format, qui sont les soirées pour 18-45 ans, comme nous avons vu avec Camille, avec Nicolas la semaine dernière, avec un autre humour, le thème sur l'indépendance en 2068. Et puis le troisième format, c'est les soirées littéraires, où nous voulons mettre en avant les penseurs et les auteurs particulièrement mauriciens. C'est toute une littérature mauricienne que nous voulons promouvoir et protéger. Donc merci de permettre que ces 3 types de soirées aient lieu, généralement les lundis soirs, ici. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le prochain rendez-vous, chronologiquement, c'est le 7 avril, le lundi 7 avril. Nous revenons avec le grand format, donc les soirées débats et conférences débats, et ce sera sur l'épineuse question, mais néanmoins indispensable, de l'éducation. Alors que le pays va vers les assises de l'éducation, vraisemblablement, dit-on, à la mi-avril, et bien nous voudrions très humblement organiser des pré-assises. Donc c'est l'idée de se dire, mais qu'est-ce que nous, hommes et femmes, citoyens, société civile, hommes et femmes de tous les horizons, qu'est-ce que nous voudrions discuter? Qu'est-ce que nous sentons comme question qui devrait être abordée aux assises?
Donc ce sera un peu le fil conducteur avec un panel d'hommes et de femmes qui vont nous faire réfléchir sur la question. Et puis il y aura évidemment les lundis citoyens pour les 18-45 ans et un volet spécial, n'est-ce pas, pour les soirées littéraires. Alors, je vais apprendre à me taire pour donner le mot de la fin à Blanche. Merci en tout cas. Merci. Et merci de revenir. Merci, chef. Alors, il y a une autre invitation pour vous. Et je vais lire l'invitation. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du livre et des droits de terre, l'Institut cardinal Jean Margéot et le collectif des auteurs mauriciens vous invitent à célébrer ensemble avec nous la fête du livre du 23 au 26 avril 2025 à partir de 10h jusqu'à 19h30. Alors, save the date, 23, 4 jours. Donc, oui. Alors, vous êtes invités à la cérémonie d'ouverture le 23 avril à 10h. La cérémonie protocolaire se tiendra dans la cour de l'ICGM, ainsi que les 4 jours, le 24 et 56 aussi. C'est bon? Et notre prochaine soirée littéraire, ce sera en mai. On aura notre auteur mauricien. Merci. Et merci de votre générosité aussi, Plateau à la porte. Le dernier mot, monsieur. Le dernier mot, c'est le dernier chapitre du livre. Et bon, nous vous invitons à prendre une collation. Et on poursuit notre rencontre de manière conviviale. Et je remercie Jonathan pour son accueil et surtout pour sa démarche à faire vivre la culture ici à l'ICGM. Pour moi, c'est un privilège de venir ici de temps à autre à la requête de Jonathan pour partager un peu ma passion avec ses invités. Et je remercie infiniment pour ça. Je vous remercie aussi infiniment pour votre présence. Parce que moi, vous posez ma voix, vous posez d'aller pour votre présence et pour vos échanges. Je ne vais pas énumérer un à un, mais vous savez plus que vous êtes dans mon cœur. Je vous revois là-bas. Merci.